Nous savons, vous savez, Donald Trump a dit « Je vais revenir dans l'hémisphère occidental ». Il parlait, vous savez, d'une certaine manière, de ramener les soldats à la maison. Mais cela ne semble plus être la politique actuelle. De toute façon, il ne s'agit pas tant des soldats. Il s'agit vraiment des forces aériennes et navales. Quand on parle de la Chine, il n'est pas tellement question de soldats. Mes marines m'ont offert une tasse lorsque nous avons terminé la dernière promotion. Et tout autour était inscrit Marine Corps War College. En haut, il y avait écrit le requin et le tigre. Cette tasse représentait la métaphore que nous utilisions dans nos exercices. Le requin, les États-Unis d'Amérique, la marine et l'aviation ne peut pas débarquer et n'oserait pas débarquer en Chine. Et l'éléphant ou l'ours, peu importe le symbole que vous choisissez pour la Chine, ne peut pas entrer en mer, car nous aurions traité leur marine et leur aviation de telle manière qu'il ne leur resterait que leur force terrestre. Alors, que fait-on dans ce cas? Eh bien, on en vient aux armes nucléaires, parce qu'on ne débarque pas et qu'on n'a pas gagné. On n'a pas gagné. Peut-être qu'on a épuisé leurs forces aériennes et notre marine, et qu'ils ont aussi considérablement épuisé les nôtres. Donc, nous sommes tous les deux là, à peu près sur le périmètre de la mer de Chine méridionale, et nos forces aériennes ont été réduites d'un tiers ou plus, tout comme nos navires et nos sous-marins. Et nous nous faisons face. Imaginez la scène. Nous sommes dans la mer de Chine méridionale, peut-être sur la ligne en 9 traits. Nous n'osons pas aller plus loin. Ils ne s'aventureront pas avec leur flotte, car ils en perdraient davantage. Ils ne pousseront pas leur aviation au-delà de la ligne en 9 traits. Alors, nous restons simplement là, à nous regarder. Et je vais vous dire ce que le lieutenant-colonel ou le colonel dans le jeu de guerre dit à ce moment-là. Nous devons utiliser des armes nucléaires. Et les dirigeants civils dans le jeu de guerre répondront « Non, nous n'irons pas jusque-là ». Eh bien, aujourd'hui, nous avons des dirigeants civils dont je ne suis pas sûr qu'ils diraient cela. Donc, nous parlons d'un conflit nucléaire. C'est bien de cela qu'il s'agit. Et comme je vous l'ai déjà dit, nous avons dans les laboratoires des jeunes, des gens extrêmement qualifiés sur le plan technique. Nous avons au Pentagone des personnes qui parlent maintenant, par exemple, d'une première frappe, anéantir toute riposte, survivre ensuite et en sortir victorieux. Nous parlons de la guerre nucléaire comme d'un outil de la guerre moderne. Et c'est là où cela mène, c'est là où cette stratégie conduit. Mais le problème, c'est que si les États-Unis décident de lancer une sorte d'attaque préventive, appelons-la une attaque préventive, et qu'ils le font, aucun de ces pays ne va simplement rester à l'écart et regarder ce qui se passe avec l'autre. Je parle de la Russie et de la Chine. S'ils frappent la Chine, la Russie ne va pas rester silencieuse à ce sujet. Ils ne vont pas se taire là-dessus. Je pense que cela fait partie du rapprochement de Trump avec Moscou. Essayez de les détacher un peu. Mais lis bien la stratégie. Ce que nous allons faire à la Chine dans notre propre hémisphère, c'est la faire sortir. C'est ce que nous voulons faire avant tout. Savais-tu que chaque pays d'Amérique du Sud a échangé davantage avec la Chine l'année dernière qu'avec les États-Unis? C'est ce qu'ils veulent faire, les faire partir. C'est la raison pour laquelle Rubio parcourt l'Amérique du Sud pour tenter de recruter des dirigeants. Ils veulent déraciner la Chine jusqu'à la racine de l'hémisphère occidental. Ensuite, ils s'en prendront à elle. Mais cette idée d'être dans l'hémisphère occidental consiste entièrement à combattre la Chine dans cet hémisphère. Et d'ailleurs, quiconque voudrait venir prendre notre place. Mais la Chine est la puissance dominante qui agit ainsi. Comment peux-tu être l'ennemi de tous ces pays? Je ne comprends pas, Larry, car il doit bien exister une sorte d'alternative à leur politique. Jusqu'à présent,
Je n'ai rien vu qui semble vraiment réussir. Ça ne fonctionne pas. Ça ne trouve pas d'écho ici au Brésil. Lorsque nous avons pris nos fonctions en 2001, après cette transition écourtée à cause des élections des bulletins suspendus, je parle de George W. Bush et de Dick Cheney, le président nous a ordonné, nous, l'équipe de planification politique du département d'État dirigée par Richard Haass, d'élaborer une nouvelle stratégie de sécurité nationale. 2 ans plus tard, nous n'en avions toujours pas. Vous savez pourquoi? Parce que chaque ébauche que nous rédigions au département d'État et que nous envoyions à la Rice, la conseillère à la sécurité nationale, elle refusait de l'accepter. Alors qu'a-t-elle fait? Au bout d'environ 18 mois, Haass en a eu assez, nous aussi, et elle a chargé son propre personnel du Conseil de sécurité nationale de rédiger la stratégie de sécurité nationale. Elle n'a pas aimé ça non plus. Tu sais ce qu'elle a fait ensuite? Elle a confié le travail à un groupe civil. Tu paries sur ce que Trump et Hegseth ont fait? Pense au projet 25. Pense au groupe Heritage. Pense à qui a réellement rédigé cette stratégie de sécurité nationale. Probablement eux. C'est en tout cas mon hypothèse. Et réfléchis à ce qu'ils disent depuis le début, à ce qu'ils font tant sur le plan intérieur qu'international. Tu verras qu'ils en ont conclu à juste titre que la menace numéro 1 n'est pas le narcoterrorisme. Le narcoterrorisme n'est pas une menace. La véritable menace pour les États-Unis d'Amérique, c'est la République populaire de Chine. Sur le plan économique, militaire, social, culturel, tout ce que tu veux. C'est eux, notre menace. Votre point est bien compris. Mearsheimer et Walt n'ont pas besoin d'avoir raison. Vous savez, les réalistes n'ont pas besoin d'avoir raison. Rien n'est gravé dans le marbre disant qu'ils ont raison, quoi qu'il arrive. Nous n'avons pas besoin d'une guerre. Ce piège de la lucidité et tout ce discours sur la puissance montante, la puissance déclinante, ils finiront inévitablement par se battre. Peut-être qu'autrefois c'était vaguement vrai, mais avec les armes nucléaires, nous ne voulons pas que ce le soit. Donc oui, il existe un moyen d'éviter cela. Et ce n'est pas de chercher à défier la Chine à chaque fois qu'elle bouge, n'importe où, n'importe quand. La solution, c'est de s'accommoder. Et je ne veux pas dire, les gens disent, oh, eh bien, c'est ce que Neville Chamberlain a fait avec Hitler. Et regarde ce que ça a donné. Je ne parle pas de ce genre d'accommodement. Je parle du fait qu'il faut reconnaître que le pouvoir décline en Occident et se déplace vers l'Orient, et qu'il faut gérer cela comme les empires l'ont toujours fait dans l'histoire lorsqu'ils y étaient contraints. On continue d'avancer, on gagne de l'argent, l'économie prospère. On traite avec l'ennemi potentiel, il traite avec vous. On règle les choses sur le plan diplomatique, économique, financier, et ainsi de suite. On ne part pas en guerre. Rien ne prédestine les humains à faire la guerre, sauf la stupidité la plus grossière. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup dans le monde. Larry, vois-tu la possibilité que les États-Unis jouent un rôle plus coopératif au lieu de faire pression sur d'autres pays, puisque c'est ainsi que la Chine se comporte? Ils cherchent des partenaires, ils cherchent quelqu'un avec qui collaborer. Exactement. Comment ça se passe-t-il? Est-ce que quelqu'un s'inquiète de ce genre d'attitude? Exercer des pressions, par exemple, ici au Brésil. En faisant pression sur Lula, qu'espère-t-il obtenir? Je ne vois rien de bon sortir de ce genre de politique. Tu as tout à fait raison. Ils considèrent cela comme un jeu à somme nulle. S'ils gagnent, nous perdons. Si nous gagnons, ils perdent. Personne ne s'assoit pour dire « trouvons une situation gagnant-gagnant ». Le plus souvent, c'est possible. L'un gagne un peu, l'autre gagne beaucoup, peu importe. Mais au bout du compte, une bonne diplomatie signifie que les deux parties s'en sortent avec un niveau de vie raisonnable et que chacune ait une chance équitable de développer son propre peuple à sa manière.
Ces absurdités sur la démocratie libérale devraient être jetées aux flammes. Si la Chine veut diriger son pays de cette façon, si la Russie veut diriger le sien de cette façon, et si le Brésil veut diriger le sien de cette façon, qu'il en soit ainsi. Qui sommes-nous pour dire aux autres comment gérer leurs États? Vivons en bonne entente. Et je ne parle pas de se tenir la main en chantant Kumbaya. Je parle de concevoir des économies de manière à ce qu'elles se renforcent mutuellement et non qu'elles s'opposent. Mais nous ne semblons penser et agir qu'en fonction de cette dernière logique. Et si un pays a plus de PIB qu'un autre, plus de parité de pouvoir d'achat qu'un autre, qu'il en soit ainsi. Ayons un peu de concurrence et voyons si nous pouvons rattraper notre retard. La stratégie issue de l'administration Bush disait ceci, Nima. Et ce n'est qu'une suite, avec quelques variantes. Elle disait, nous avons gagné la guerre froide. Nous sommes les champions du monde. Nous sommes au sommet de la montagne. Tout ce qui bouge au pied de la montagne, une souris, un rat, nous allons le tuer, nous allons l'écraser. Nous allons soit le sanctionner, soit utiliser la force militaire contre lui, ou les deux. C'est ce que nous avons dit. Ça n'a pas très bien marché. En fait, cela n'a pas du tout bien marché. En réalité, il y a aujourd'hui plus d'Al-Qaïda dans le monde à cause de la guerre mondiale contre le terrorisme qu'il n'y en avait avant le 11 septembre. Il y a plus de membres d'Al-Qaïda sur Terre maintenant qu'avant le 11 septembre. Cela ne fonctionne tout simplement pas. Mais nous ne semblons pas le savoir. Nous ne semblons pas savoir comment traiter avec les autres peuples du monde comme nous avons dû le faire pendant environ 150 ans, à l'époque où nous n'étions pas le grand chef du quartier. Nous nous en sortions plutôt bien. Nous avons traité avec l'Empire français, l'Empire britannique, l'Empire espagnol, l'Empire russe, et nous nous en sortions assez bien. Maintenant, nous sommes l'Empire dominant, et nous ne parvenons à nous entendre avec personne. Cela n'a pas beaucoup de sens, sauf que c'est généralement ainsi que les Yankees agissent. D'une certaine manière, on a l'impression qu'ils ne se soucient pas de l'Amérique latine. Ils ne considèrent personne comme pertinent en Amérique latine. Regarde ce qu'ils font. C'est dangereux, Larry, à mon avis. Non, tu as raison. J'en parlais justement avec des gens hier. Nous avons tout ce désordre là-bas à Porto Rico. Nous avons un désordre en Jamaïque. Nous avons un désordre à Cuba. Nous avons un désordre à cause de Melissa et d'autres ouragans qui l'ont précédé. Et que faisons-nous? Nous déployons des troupes à Porto Rico pour menacer le Venezuela. C'est absurde. Même George W. Bush, en 2003, lorsque Bam a été frappé par un tremblement de terre en Iran, a dit que 30 000 personnes étaient mortes et 200 000 blessées. Nous avons envoyé des chiens de recherche, des camions de pompiers, de la nourriture, de l'eau, tout ce que nous pouvions, parce que c'était une catastrophe humanitaire. Nous avons aujourd'hui une Caraïbe remplie de catastrophes humanitaires. À Santiago de Cuba, 15 000 toits ont été arrachés. Personne n'a de maison habitable. C'est incroyable. Et la Jamaïque ne s'en sort pas beaucoup mieux dans certaines régions non plus. Et que faisons-nous? Nous ne savons pas comment vivre dans le monde, Nima. Même dans notre propre hémisphère, nous ne savons pas comment traiter les peuples qui vivent dans notre région. Voici ce que Donald Trump a dit à propos de Maduro, Larry. Les jours sont comptés et les États-Unis pourraient bientôt frapper le territoire vénézuélien. Pourrait-on voir des troupes américaines sur le sol vénézuélien? Je ne commente pas là-dessus. Je ne dirais ni dans un sens ni dans l'autre. Je peux dire ceci. Il nous a envoyé des millions de personnes, beaucoup venant de prison, beaucoup de trafiquants de drogue, de barons de la drogue, de personnes issues d'institutions psychiatriques. Il les a envoyés dans notre pays à une époque où nous avions un président très stupide. Vous le savez, Biden est une personne à faible QI, surtout de nos jours. Je veux dire, il avait déjà un faible QI il y a 30 ans,
Mais il est particulièrement limité maintenant. Et ce qu'il a fait à notre pays n'est pas bon. Tren de Aragua, les gangs, l'un des gangs les plus violents du monde. Vous avez mené vers European Front. Non, il a envoyé beaucoup de ces gens. Il a aussi fait entrer beaucoup de drogue. Donc nous verrons bien comment tout cela se passera. Ah, tu ne peux pas parler de stratégie. Tout tourne autour de... Il y a à peu près autant de menaces pour les États-Unis de la part des narco-terroristes, comme ils les appellent, et Hegseth en a fait un terme consacré, qu'il y en aurait du golfe du Mexique déclenchant une avalanche à travers le Texas jusqu'à la frontière canadienne. C'est absurde. C'est ce que George W. Bush a fait. Mais au moins, George W. Bush avait une certaine justification, pourrait-on dire. 3000 Américains étaient morts, des milliards de dollars de dégâts causés. Tout cela par une bande de terroristes d'Al-Qaïda qui ont détourné des avions. La plupart de cela était de notre faute, d'ailleurs. Mais malgré tout, ils ont causé des dégâts. Il était en colère et il devait agir. C'est absurde. Tout ce qu'il vient de dire sur le Venezuela ou sur n'importe quel autre pays, étant responsable de toutes ces personnes mal intentionnées entrant aux États-Unis et faisant tout cela, est tout simplement absurde. Oui, il y a des mauvaises personnes qui sont entrées, MS-13, des choses comme ça, des gangs. Mais si on les mettait tous ensemble et qu'on se demandait, d'accord, quelle menace cela représente-t-il vraiment pour les États-Unis d'Amérique? Ce serait moins de 0,001%. Cela ne s'enregistrerait même pas sur l'échelle de Richter, pour ainsi dire. Et pourtant, on en fait tout un plat, on en fait une montagne à partir d'une taupinière, en d'autres termes. Mais nous avons fait la même chose dans mon administration, avec le terrorisme. Nous avons dit à George W. Bush, tu ne peux pas utiliser l'instrument militaire contre ces gens-là. Tu vas en faire des guerriers. Nous avions déjà traité ces personnes par le passé, par le droit, par le système judiciaire. Nous les mettions en prison là où ils doivent être. Ce sont des criminels, pas des guerriers. Qu'avons-nous fait? Nous en avons fait des guerriers. Nous en avons fait de tels guerriers, Nima, que nous sommes allés en Syrie et nous nous sommes alliés à eux. Nous avons essayé de renverser Assad en les utilisant, eux, l'État islamique, Al-Qaïda, et ainsi de suite. C'est donc tout simplement stupide. C'est stupide au plus haut point de prendre l'instrument militaire et de l'appliquer contre quelque chose d'aussi informe et qui ne représente pas vraiment une menace significative. Regardez à quoi cela a conduit. Des violations maximales du droit international, des violations de notre propre constitution, de notre droit interne, des violations du code uniforme de justice militaire. Et cela conduit à une contamination de nos forces armées, car on voit maintenant tant de personnes de haut rang aller dans ce sens. Chacune d'entre elles devrait se lever et se faire entendre dès maintenant. Chacune d'entre elles. Et elles ne le font pas. Tout comme elles ne l'ont pas fait à Quantico lors de cette réunion. Ils sont simplement restés de marbre. Eh bien, un silence glacé n'est pas ce dont nous avons besoin maintenant. Ce dont nous avons besoin, ce sont de gens qui disent « c'est contraire à la loi et je ne le ferai pas », même au prix de mon grade et de mon avenir dans l'armée si nécessaire. Mais je ne le ferai pas. En voyez-vous beaucoup faire cela? Il y a un amiral, apparemment, un amiral, celui du commandement sud, qui partira en décembre. À un moment donné, m'a-t-on dit, en décembre. Et on m'a dit maintenant, clairement, que la raison de son départ est ce chaos consistant à tuer des gens en haute mer sans véritable procédure régulière. C'est une mort par 1000 coups. Nous tissons notre propre linceul. C'est ce que nous faisons. Et Trump en est le maître tisserand. Et c'est pitoyable. C'est absolument pitoyable, car il est arrivé et a été élu pour être exactement le contraire.